Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Loft 50 Partners. Je suis Sandrine Aigron, je suis directrice d'investissement sur le pôle santé de 50 Partners. Tout à l'heure, vous allez faire la connaissance de mon binôme Jean Roubas. C'est Jean qui a fondé la branche santé chez 50 Partners. En quelques mots, notre mission, c'est d'associer un groupe d'entrepreneurs experts dans le domaine de la santé à de nouveaux entrepreneurs talentueux pour construire ensemble des solutions à fort impact dans la santé et amener ces solutions aux patients. Ce soir, nous sommes réunis autour du thème des nouvelles organisations de la santé. Se libeller les nouvelles organisations n'est pas anodin. Nous vivons une période charnière. Notre système de santé est confronté à de nombreux challenges. Nous rencontrons des problèmes de recrutement des professionnels de santé, des problèmes de répartition de l'offre de soins avec les déserts médicaux. Nous avons aussi des problèmes dans l'organisation des parcours de soins. Par exemple, ce sont 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant référent. Et nous avons aussi une demande de plus en plus forte pour remettre le patient au cœur de l'organisation des soins. Cela veut dire traiter le malade plus que traiter la maladie. Ici, je cite Alain Toledano. Voilà, les questions de santé sont en plein cœur de l'actualité politique de notre pays. Une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023 a été adoptée après le recours du 49.3. L'examen de la partie relative aux dépenses est en cours. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de superbes opportunités pour transformer et améliorer nos organisations de la santé et adresser, résoudre, on le souhaite, ces problèmes que l'on connaît. Alors ce soir, en premier lieu, nous allons parler des télédispositifs sur la première table ronde, les téléconsultations, la télésurveillance et la téléréadaptation. Nous allons faire un état des lieux des services rendus par ces télédispositifs pour proposer également de nouvelles perspectives. Et en second, nous allons parler des approches intégratives ou holistiques dans la prise en charge des patients pour remettre les patients au cœur des dispositifs de santé. Enfin, sur une troisième table ronde, nous allons revenir sur le rôle primordial de nos institutions dans la transformation de ces organisations de la santé. Voilà, vous êtes nombreux ce soir, vous travaillez pour des organisations très différentes, des start-up, des investisseurs, des scale-up, des institutions, des fédérations. Vous avez des rôles et des responsabilités différentes. Néanmoins, il y a un objectif que vous avez tous en commun et que nous avons tous en commun, c'est celui d'améliorer l'accès à la santé dans notre pays. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Je remercie tout particulièrement les intervenants. Et je vous souhaite une soirée riche en échanges constructifs et de très belles rencontres lors du cocktail tout à l'heure, auquel nous vous invitons bien sûr. Voilà. Merci à tous. Et donc j'invite sur cette première table ronde Fabien Ouettrelot de la société Ensuite, Elie Dan de la société Medadom et Antoine Lescure de la société Teladoc. Je vais rester ici. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, je reprends dans l'ordre Antoine Lescure de la société Teladoc, Elie Dan qui représente Medadom et Fabien, le CEO de la startup Ensuite. Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Le titre de cette table ronde, c'est l'état des lieux, qu'on fasse un état des lieux du service rendu par les télédispositifs et qu'on donne aussi des perspectives à 10 ans sur ce qu'on peut faire avec ces télédispositifs. Donc, je l'évoquais tout à l'heure en introduction. On rencontre de nombreux problèmes sur le terrain. On a une saturation des services d'urgence. On connaît de nombreux déserts médicaux sur le territoire français. Il y a des délais d'attente importants pour accéder aux spécialistes. On a aussi des patients qui ne font pas, par exemple, n'ont pas de suivi après une hospitalisation ou n'accèdent pas à leur programme de réhabilitation physique. Vos sociétés travaillent à apporter des solutions dans ces domaines. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par nous dire, avec vos sociétés Teladoc, Medadom et Ensuite, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quel est peut-être l'historique de vos sociétés, d'où vous venez. Et peut-être, je vous propose à Antoine de commencer.
Ok, merci. Merci pour l'invitation. Donc, Teladoc Health, c'est un groupe coté en bourse à New York. Je représente la filiale française. Historiquement, en France, c'est une société qui s'appelait Médecins Direct, qui existe toujours, hein, qui continue de vivre sa vie, qui est positionnée plutôt sur le soin de ville. On fait beaucoup de métiers chez Teladoc. On fait de la télésurveillance, de la téléexpertise au UK, par exemple. On intervient aussi sur des aspects technologiques. On a une société qui s'appelait InTouch Health, qu'on a rachetée en 2020, qui est présente dans 3000 établissements dans le monde, sanitaires, j'entends, avec pas mal de beaux use cases. Et puis, voilà, donc, et globalement, en France, on intervient sur 2 sujets. Donc, médecin direct, c'est de la téléconsultation médicale, un peu sur un schéma un petit peu particulier, puisque chez nous, on choisit ni le médecin, ni sa spécialité. Donc, on essaie de prendre en charge en équipe de soins, on essaie d'appeler ça comme ça. Et puis, on a développé plus récemment, en utilisant les technologies du groupe qu'on avait, un sujet, on appelle ça NEDI, autour notamment des troubles du neurodéveloppement dans les établissements médico-sociaux. Donc ici on fait plutôt la téléconsultation assistée avec les gens du terrain dans les établissements médico-sociaux, et l'objectif c'est dédié par exemple au diagnostic des enfants autistes et à leur suivi. Voilà. Et on a toujours en revanche comme socle commun l'objectif de travailler beaucoup sur le service médical rendu. Voilà, essayer de faire en sorte qu'il soit meilleur que ce qui existait ou avec une plus-value à la fois pour le système de santé et à la fois pour le patient lui-même qui s'y retrouve. Voilà. Globalement, j'étais un peu vite, mais c'est l'idée. Merci. Bonsoir, moi je suis donc Eliane Mimouni, cofondateur de Medadom. Medadom, on est plutôt axé sur les soins non programmés. C'est une plateforme qui met en relation des médecins avec des patients pour de la téléconsultation. On a parti d'un constat qui est assez simple aujourd'hui, donc la difficulté d'accès aux soins, l'engorgement des urgences, et un troisième, c'est que la population médicale souhaite vraiment se renouveler dans son activité, à la fois une activité clinique de soins en cabinet, de la visite à domicile, mais également de la téléconsultation. Donc face à ça, on a créé une plateforme qui met en relation des patients et des médecins en téléconsultation. On a 2 grands modèles. Le premier, c'est donc une application mobile et web qui prend en charge des patients en moins de 10 minutes en général, avec une délivrance d'ordonnance si nécessaire, donc selon la pathologie du patient, avec des questions en amont et un compte-rendu médical qui est adressé au patient et au médecin traitant si le patient le souhaite. Ça, c'est le premier modèle. Et le deuxième, c'est des bornes et des cabines qui sont placées partout en France, sur tout le territoire national, dom-tom également, dans les dom-tom. Et on a plus de 2500 dispositifs déjà déployés sur ces machines, ces bornes ou cabines de téléconsultation. On vient également de lancer une console qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible pour les partenaires qui souhaitent s'équiper. Les partenaires sont principalement des pharmacies, donc dans le cadre de l'avenant 15 à la convention médicale. Ces bornes et cabines sont composées de 6 objets connectés, ce qui va vraiment permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis, à la fois côté médecin, donc il va pouvoir piloter à distance tous ces objets connectés pour avoir les premières constantes, la saturation, la tension artérielle, un otoscope pour observer le tympan de l'oreille, un dermatoscope et également un stéthoscope pour écouter les bruits du cœur. Donc tous ces objets vont vraiment apporter une réelle précision dans la prise en charge diagnostique en soins non programmés. On n'est pas sur du soin, on n'est pas sur de la pathologie chronique, on est plutôt sur du soin non programmé. Et à travers ça, donc on a 3 grandes gammes. La première, donc les bornes qui sont placées partout, les cabines qui elles sont en elles-mêmes une zone de confidentialité, et les consoles qui viennent d'être déployées tout récemment. Voilà. Donc on a une boîte qui a 4 ans d'existence. Historiquement, on était plutôt sur de la visite à domicile, mais en fait, on s'est rapidement, en fonction de la réglementation, ce qui est extrêmement important dans le cadre de la santé, s'adapter aussi à la réglementation et les besoins au niveau des territoires. On a lancé la téléconsultation depuis 2018. Merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Fabien Ouattrelot, je suis le cofondateur d'Ensuite. Ensuite, c'est une société de logiciels dispositifs médicaux de réadaptation, téléréadaptation. On est les plus jeunes, on a 2 ans, nous, aujourd'hui.
Et nous, chez Ensuite, en fait, on a regardé le parcours de soins global du patient et on a vu qu'il était ponctué d'opportunités manquées de réadaptation, de pré-réadaptation. Donc des gens qui ont des opérations programmées et qui peuvent arriver en meilleure santé à l'hôpital pour réduire le séjour, des choses comme ça. Ou alors en établissement de réadaptation, en se disant y a des gens qui ont besoin de se faire réadapter et en fait ils n'y accèdent pas. Et nous on a commencé par la réadaptation cardiaque et les chiffres sont durs à entendre, hein, c'est 70% des patients n'accèdent pas à la réadaptation cardiaque parce que SSR, donc SMR maintenant saturé, parce que déserts médicaux, enfin voilà, vous connaissez tous les problèmes. Et la solution, en tout cas la solution qu'on propose, elle est extrêmement simple. Elle permet tout simplement au patient qui a besoin de se réadapter d'arriver en SSR, au lieu d'y rester une vingtaine de jours comme il le fait aujourd'hui, d'y passer 3-4 jours en hôpital de jour et de continuer son soin en étant à domicile, en étant réadapté, téléréadapté de manière sécurisée. Donc le patient fait des exercices d'activité physique adaptés, suit des cours d'éducation thérapeutique. Ça marche plutôt très très bien. On a commencé au mois de janvier, on est déployé dans une dizaine d'établissements et on fait le constat qu'on rend un vrai service à tous ces patients qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils doivent reprendre le boulot, parce que on leur a dit monsieur très bien mais c'est 4 mois de délai pour vous, c'est pas possible, etc. Merci beaucoup à tous les trois pour ces premières présentations sur vos entreprises. On voit que vous êtes à des stades différents, que vous opérez aussi à des niveaux différents. La téléréadaptation, c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau. La téléconsultation, ça fait déjà quelques années que vous moulinez et déployez, parfois avec difficulté et parfois avec plus d'élan. Ça serait intéressant d'entendre comment vous avez traversé la période Covid, quel a été l'effet d'accélération et maintenant quel est l'usage maintenant qu'on est sorti de cette période Covid. Vous avez nommé aussi l'implication de tout le réglementaire, enfin l'impact de tout le réglementaire sur le développement de vos activités. Est-ce que vous pouvez reprendre chacun quel a été l'historique depuis la création de vos sociétés jusqu'à aujourd'hui avec cette traversée d'années Covid qui ont beaucoup changé la donne, en tous les cas sur comment la population appréhendait ces nouveaux outils. Pour les médecins aussi, pas seulement les patients, et nous dire, avec les dernières actualités côté réglementaire, je crois qu'il y a eu un petit peu de mouvement ces 2 dernières semaines au sujet des téléconsultations. Où est-ce que vous en êtes? Peut-être qu'on continue le tour avec Antoine. Merci. Merci. Alors nous, c'est vrai que sur Médecins Direct, on vient de loin, puisque la société a été créée en 2009. Donc à l'époque, c'était même illégal de faire un colloque singulier à distance entre un médecin et un patient. Donc on a plutôt ramé, beaucoup ramé, attendu le bon moment. En 2015, on a eu un premier... Alors, historiquement, on a déjà choisi d'avoir un modèle de financement qui s'appuyait sur les complémentaires santé, puisqu'à l'époque, c'était le seul moyen de financer ces actes. Donc, c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas été sur le schéma du remboursement qui est arrivé en 2018 avec l'avenant 6. En 2015, on a eu un accord ARS dans la foulée d'AXA, assistance, pour faire des vraies téléconsultations, donc passer du téléconseil à la téléconsultation. La différence étant la capacité qu'on a à faire un diagnostic et émettre une ordonnance. Et puis, le Covid, c'est vrai, a été un vrai effet accélérateur. Nous, du jour au lendemain, on a fait x10 sur nos volumes. Donc, on était un peu tous en guerre. Côté techno, médecin, support, voilà. C'était une période très très particulière. C'était à la fois une bonne période pour la démocratisation de ce qu'on fait, mais à la fois une période assez difficile. Tout le monde en télétravail, évidemment, pour simplifier la donne. Donc voilà, aujourd'hui, on continue de se développer sur l'aspect hors nomenclature. Donc on a une 60aine de partenaires complémentaire santé qui couvre à peu près 16 millions de personnes, qui offrent accès à notre solution de manière, alors on ne dit pas trop gratuit dans la santé, mais voilà, on va le dire ici. Et puis là récemment, on essaie de se développer dans le contexte de l'avenant 9 qui
qui est revenu au goût du jour depuis le 1er octobre sur, autant que faire se peut, la capacité qu'on aurait à faire financer des actes par le régime général. Est-ce que tu peux expliquer pour l'audience cet avenant neuf? Pardon, je parle comme si j'étais en interne, mais tout le monde n'est peut-être pas expert. L'avenant 9, donc, la Sécurité sociale a décidé, dans le cadre de la Convention médicale, de faire un avenant 6 en 2018, qui ouvrait la voie à un financement d'un acte de téléconsultation par la Sécurité sociale, modulo une liste de critères relativement longue, complexe, ce qui limitait le volume. Le Covid a complètement libéralisé, puisqu'il y a eu un régime d'exception pendant quasiment jusqu'au 30 septembre dernier, où c'était un peu open bar sur la prise en charge par la Sécurité sociale. Et puis l'avenant 9 qui avait été signé plus tôt est revenu dans les... voilà, et donc il faut, pour être pris en charge, grosso modo, il faut respecter des critères de territorialité, ne pas avoir de médecin traitant ou qui ne soit pas disponible, etc. etc. Si on est dans des zones d'intervention prioritaire, il faut qu'il n'y ait pas d'organisation de coordination territoriale. Enfin, bon, il y a pas mal de critères qui sont cumulatifs et qui rendent complexe la capacité d'un patient à être éligible à une téléconsultation prise en charge par la Sécurité sociale. Voilà, donc après, je me suis un peu perdu du coup avec la question dans l'explication, mais oui, c'était vraiment intéressant d'avoir donc l'historique de Teladoc que tu viens de retracer et donc l'impact aussi. Enfin, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui pour Teladoc en France? Ouais. Aujourd'hui, Teladoc en France, c'est donc deux marques. Nedi d'un côté, ça j'en parlerai moins peut-être aujourd'hui, et Médecin Direct de l'autre. Médecin Direct, c'est à peu près 16 millions de bénéficiaires d'assurance complémentaire couverts et à peu près 1,5 million de patients. Voilà, donc ça marche, ça se développe. Les volumes sont... Évidemment, il y a eu une explosion au moment du Covid. Ça a eu un effet de redescente derrière, mais depuis, les volumes continuent de se développer. Et ce dont on se rend compte quand même, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est de plus en plus dans une logique de co-traitance, en fait. C'est-à-dire que les patients, de plus en plus, ont recours à nos services de manière récurrente. Et non plus, au début, on était aussi beaucoup dans une logique de soins non programmés, quelqu'un qui arrive avec un besoin ponctuel à un instant T. En fait, on se rend compte que les territoires... Voilà, vous êtes tous au courant des déserts médicaux, il n'y a pas un jour sans un article, donc voilà. Même Paris est un désert médical. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des patients qui sont en complète errance d'un point de vue du système, et donc qui utilisent nos services de façon hyper régulière, et ce qui soulève aussi beaucoup d'autres problèmes, parce qu'on n'était pas à l'origine structuré pour répondre de façon... en tout cas, dans le projet médical, on n'était pas structuré pour avoir une approche presque de médecin traitant ou d'entité traitante. Et évidemment, ça soulève pas mal de questions. Ça, je vous parle que d'un point de vue patient, l'usage, etc. Après, le système de santé, lui, a une vision tout autre de notre rôle dans le système. Merci. Bon, je pense que on a fait le constat, on évolue dans le secteur de la santé. C'est un secteur très réglementaire, et c'est bien, c'est important. Comme on vient de le souligner, les différents avenants, les différentes réglementations, et ce qui limite et encadre en même temps le déploiement de la téléconsultation. Donc c'est favorable, puisque ce n'est pas un cadre complètement flou, même si parfois ça peut être compliqué côté institutions publiques, assurance maladie ou au niveau des ARS. Mais encore une fois, ce qui est intéressant de souligner, voilà, c'est un univers qui est parfois semé d'embûches, et c'est ce qui fait finalement la beauté du système français, du système de santé français. Et donc on le voit au quotidien dans notre développement chez Medadom. Est-ce que tu pourrais nous repréciser vraiment, faire un point sur les usages, qu'on comprenne bien. Je pense que c'est vraiment intéressant qu'on comprenne d'ailleurs dans vos différents cas
quel est le patient type qui va utiliser vos services, il a quel âge, où est-ce qu'il habite, est-ce qu'effectivement il est dans un désert médical, pourquoi il fait appel, pourquoi est-ce qu'il utilise cet outil de téléconsultation, est-ce que vous pouvez nous parler de cet usage et comment est-ce qu'il arrive aussi à connaître vos services? Alors, on n'a pas, en tant que patient type, on n'a pas un seul type de patient, on a des personas vraiment très spécifiques. Encore une fois, nous, c'est du soin non programmé. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des patients qui n'ont ou pas de médecin traitant, ou leur état de santé nécessite une prise en charge médicale à un instant T. Et à travers la plateforme de téléconsultation, donc, où ils téléchargent l'application mobile web et a accès à un médecin en téléconsultation, ou encore le plus simple, c'est de se déplacer en officine, dans une pharmacie. Aujourd'hui, les pharmacies ont un très très fort maillage territorial. Et c'est un point d'entrée en matière de santé extrêmement important, extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle on s'est développé principalement en pharmacie, parce que les patients qui ont une demande de soins non programmée et dont leur médecin traitant n'est pas disponible, automatiquement, ils vont se rediriger directement vers une pharmacie. Alors, certes aussi vers les urgences, mais en soins non programmés sur des pathologies aiguës bénignes, ils vont aller directement vers une pharmacie. Et finalement, le pharmacien a un rôle complémentaire à jouer dans la téléconsultation, puisqu'il va accompagner le patient vers un autre professionnel de santé qui est le médecin pour prendre en charge le patient. Donc on a vraiment deux grandes voies de téléconsultation. La première via une application mobile et web, et la seconde à travers des objets connectés et qui se placent principalement en officine. Donc finalement, aujourd'hui, alors quand je reviens sur peut-être l'historique et comment Medadom finalement s'est inscrit dans l'environnement de la téléconsultation. C'est vrai que le Covid a extrêmement accéléré le déploiement de la téléconsultation sur différents usages. Sur l'usage côté patient, donc on l'a vu, certes, alors au moment du confinement, on a eu une accélération importante de l'usage, tout le monde s'est mis à dire bon, la téléconsultation a un intérêt important, puisqu'on est tous confinés, on va pas pouvoir accès à un médecin. Ok, donc ça c'est le premier cas d'usage. Côté médecin aussi, les médecins se sont dit écoutez, qu'est-ce qu'on va faire, on a fermé nos cabinets, on ne sait plus quoi faire, donc ça a vraiment catalysé l'usage, même si cet usage quand même, il y a eu un frein avant la téléconsultation, avant le Covid. La téléconsultation était vraiment perçue comme une médecine, je dirais pas comme une médecine clinique, comme pouvaient le concevoir certains médecins en cabinet. Et à travers la crise Covid, c'est vrai qu'il y a une remise en question, il y a eu des usages qui sont créés, tant côté patient, mais également côté médecin. Et enfin... Est-ce que tu peux préciser justement ces cas, dans quel cas est-ce qu'une téléconsultation est adaptée, quels sont les cas où vraiment ça correspond à l'usage clinique? Évidemment, l'auscultation n'est pas possible, sauf si accompagnée par un professionnel soignant. Donc là, on n'est pas dans le cadre de la téléconsultation avec le patient seul. Quels sont les cas d'usage qui sont performants, où la téléconsultation, l'outil de téléconsultation va être performant? Nous, on est vraiment axé sur le soin non programmé, sur la pathologie aiguë bénigne. Donc c'est des pathologies vraiment qui nécessitent pas forcément, alors le patient ne le sait pas au préalable, mais qui ne nécessite pas une intervention clinique, un examen clinique qui reste dans une majorité des cas la pierre angulaire du diagnostic. Quand on a une personne qui a une douleur abdominale, le fait de poser une main sur un ventre, ça va poser le diagnostic. En téléconsultation, sur ce cas-là, on va pas pouvoir le prendre en charge. Par contre, sur une pathologie telle que la cystite, donc sur l'anamnèse du patient, l'échange avec le patient, le discours, ce qu'on appelle le colloque singulier entre un malade et le médecin, là on va pouvoir à la fois orienter le diagnostic, pas forcément le poser à 100% dans certains cas, mais au moins orienter sur certaines pathologies, déjà pour savoir si elles sont graves, et donc orienter vers un service d'urgence ou poser un diagnostic en fonction. Là, je peux prendre un cas simple, le cas d'une cystite. Donc on a une patiente qui arrive pour brûlure mictionnelle. Là, avec un simple interrogatoire, on va pouvoir orienter la pathologie de la patiente et donc la traiter directement à travers une téléconsultation. Alors vous avez d'autres pathologies qui ne s'y prêtent pas du tout, et d'autres pathologies encore sur lesquelles il va falloir avoir des objets connectés. Et ces objets connectés, on le voit et on l'observe à travers la téléconsultation. Donc, nous, on a vraiment cette double téléconsultation, sans objets connectés, avec objets connectés, et on le voit, ça a un effet, c'est un service médical rendu beaucoup plus supérieur
qu'une téléconsultation sans objet connecté. Avec les objets connectés, on voit que le médecin est beaucoup plus à l'aise sur la prescription du diagnostic, sur la pose du diagnostic, sur la prescription, et beaucoup plus à l'aise finalement lors de l'échange avec le malade. Merci. Je vais redonner la parole à Fabien, qui je pense, a ce cas hyper intéressant à nous présenter sur la téléréadaptation, qui est assez nouveau. Et là aussi, on est très curieux de bien comprendre l'usage, le point d'entrée pour l'utilisation de ce dispositif. Et où est-ce que tu en es, Fabien, justement, dans l'environnement réglementaire? Comment est-ce que tu peux déployer cet outil? Merci. L'usage, il est assez simple, hein. Donc, on reprend le parcours patient. Nous, le patient, dans tous les cas, voit un professionnel de santé de réadaptation pour démarrer son parcours. Donc, il arrive dans un établissement de santé et là, on lui dit « Ok, on fait un bilan et diagnostic, vous pouvez faire de la téléréadaptation ». L'avantage qu'on a, c'est que le patient est rassuré avec une première prise de contact avec le médecin. Le médecin est aussi rassuré parce qu'il réadapte le patient quand même pendant quelques jours avant de le renvoyer à la maison. Il s'assure aussi qu'il est capable d'utiliser les outils numériques. Donc nous, on a des objets connectés. Et voilà, aujourd'hui, on n'a plus de mauvaises surprises de patients qui ne savent pas utiliser des applis, mais ça peut encore arriver. Donc on lève toutes ces barrières et ensuite le patient rentre à la maison. Et ce qu'on observe aussi, c'est que en soignant le patient à la maison, il ancre dans son quotidien, il ancre dans ses bonnes habitudes des routines qui sont nécessaires. Nous, pour rappel, c'est des patients chroniques, hein, qui sont amenés à être patients chroniques et qui, à la différence d'un séjour en établissement, prennent leurs repères dans l'environnement du quotidien. Ils disent je sais que le matin, je peux faire telle chose qui est bonne pour ma santé. J'ai appris à l'ancrer, à modifier mon agenda en conséquence. Donc on observe vraiment un double effet d'adoption du numérique et d'ancrage de ces usages en renvoyant le patient à domicile notamment. Et ensuite, concernant le réglementaire, évidemment, nous, quand on a démarré, il n'y a pas de prise en charge possible de téléréadaptation. Il n'y en a toujours pas, hein. On est en phase expérimentale pour le moment. Ça marche bien, les premiers retours sont super positifs. On perçoit déjà aussi les économies de santé qui sont directes et indirectes, hein. Renvoyer un patient à domicile, c'est 50% moins cher que le garder en établissement. Indirect, c'est un patient réadapté, il a moins de chances de faire une réhospitalisation ou de revivre, simplement de décéder. c'est de la littérature. Et donc on sent que le vent est en train de tourner dans le bon sens avec la télésurveillance, la télésurveillance qui passe dans le droit commun. Voilà, donc les choses se feront. Après, on travaille avec une tutelle de santé qui sont plutôt à l'écoute, franchement, et qui mettent aujourd'hui, à mon sens, les bouchées doubles pour suivre le mouvement, tout simplement. Merci beaucoup, Fabien. Donc, oui, effectivement, donc N-Suite qui est en déploiement via un article 51, donc qui est donc un dispositif provisoire de remboursement. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, effectivement, aussi pour les outils de télésurveillance. Et je crois que dans l'audience, on a aussi quelques acteurs de la télésurveillance, pour ne citer qu'en exemple TILAC, pour la télésurveillance en ophtalmologie, où il y a aussi ce vrai enjeu d'accéder au remboursement. Et ça me donne, je vois que le temps passe et j'ai très envie qu'on donne des perspectives pour notre audience sur où est-ce qu'on va avec le télédispositif. Et peut-être que Antoine, tu peux aussi nous donner, avant de donner ces perspectives peut-être à 5 ans, 10 ans en France, de donner aussi faire un parallèle à l'international, puisque je crois que tu as une vue aussi sur ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis je vous laisserai conclure chacun avec vous, quelles sont les ambitions que vous avez et comment vous pensez que c'est possible d'y arriver ensemble pour aider à cette réorganisation des soins en France. Ouais. Alors, vous avez une demi-heure. C'était la colle. Non, à l'international, c'est vrai nous, on est présent dans 35 pays, beaucoup aux US, évidemment, où on a quand même la capacité à travailler un petit peu différemment, en tout cas dans l'approche, le système étant en grande partie privé. Il y a des usages qui sont, dans certains pays, évidemment, beaucoup plus développés que chez nous.
Par exemple, la téléexpertise au UK est extrêmement et commence à vraiment être développée au sein du NHS de façon très importante. La télésurveillance, on a fusionné l'an dernier avec une société qui aussi été cotée, qui s'appelait Livongo, qui fait de la télésurveillance de diabète de type 1 et 2 et de l'insuffisance cardiaque. Aux États-Unis, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes abonnées tous les mois, suivies, coachées, surveillées, du coup, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a dès qu'on est dans des pays qui ont un peu moins une culture monopolistique avec un assureur public qui est très fort et dans la situation dans laquelle il est, parfois il y a un cadre expérimental qui permet d'aller plus vite ou des choses qui permettent de se déployer plus rapidement. Aujourd'hui, les complémentaires santé, elles sont quand même un petit peu, en France en tout cas, bloquées par le contexte des contrats responsables, tout un tas de sujets assez complexes et qui pourraient prendre pas mal de temps. Voilà, et sur les perspectives, j'ai pas trop de boule de cristal. On vit dans un environnement réglementé, avec une dette sociale très importante. Les discussions dans le PLFSS sont intenses, voilà. Donc il y a une avancée qui est quand même hyper intéressante. PLFSS, qui est le projet de loi pour le financement de la sécurité sociale. Pardon, effectivement. Beaucoup d'acronymes en santé, donc il faut être accroché. Et donc il y a une avancée pour en tout cas notre secteur qui pourrait être pas inintéressante. Évidemment, il y avait, on verra ce qui restera, des discussions sur la prise en charge de la télésurveillance. Il y a la création potentielle d'un statut pour les sociétés de téléconsultation. Alors on aurait aimé qu'il s'appelle autrement. On aurait aimé que ce soit plutôt opérateur de santé numérique, pour plein de raisons, parce que qui dit société dit connotation commerciale, alors que on a plutôt vocation à être des acteurs de terrain mais numériques, donc pas des acteurs avec des murs, enfin avec du physique. Donc voilà, après les perspectives à 5-10 ans, l'usage de la télémédecine au sens large est voué à se développer, à transformer une partie des pratiques, de la manière dont on accède aux soins, de la manière dont on se soigne tout court, etc. Quand on voit d'où on vient il y a 10 ans, où on est aujourd'hui, et on peut que penser qu'on sera plus ou moins loin dans 10 ans. Franchement, c'est une question... je ne suis pas Nostradamus, mais voilà, en tout cas, il se passe des choses, et en 10 ans, il s'en est passé plein. La sécurité sociale, tout le système de santé est en train de travailler sur le sujet, d'avancer. Il y a quand même une écoute de plus en plus active sur ces sujets-là. Voilà, tout Ma Santé 2022 aussi, le programme d'urbanisation qui a été fait va dans ce sens-là. Il y en a qui sont largement partie prenante ici. Donc voilà, il y a les signaux sont plutôt au vert qu'au rouge, mais de là à dire quelle sera la vitesse d'accélération, ça c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, selon nous, quoi. Merci. Je pense qu'on partage tous le même avis. C'est vrai qu'il y a une accélération, et cette accélération, il y a une certaine inertie, donc c'est intéressant à l'observer. Maintenant, on est face à des défis réglementaires, je pense, notamment dans le cadre du PLFSS et d'autres, puisque on évolue dans un milieu extrêmement réglementé, et finalement c'est l'innovation qui arrivera au service du patient, au service des soins, tout en respectant finalement la réglementation et en étant aligné avec la volonté des pouvoirs publics, que ce soit le ministère de la Santé, mais également la Caisse nationale d'assurance maladie. Et enfin, on a différents enjeux. Un des enjeux importants, c'est l'enjeu sociétal, puisque grâce à des dispositifs comme la téléconsultation, on permet vraiment de redonner aux soins sur les territoires à des populations qui n'en ont pas, à travers des dispositifs comme on vient de l'évoquer. Donc c'est premièrement un enjeu sociétal, mais également un enjeu économique. On en parle peu, voire pas parfois, mais la téléconsultation va permettre d'orienter des patients en amont des urgences et d'éviter un passage aux urgences qui a un coût assez significatif versus
une téléconsultation qui peut prendre en charge un patient et poser un diagnostic assez précis. Donc voilà, on a deux enjeux, à la fois social, sociétal et économique. Et je pense qu'il va falloir composer avec tout ça et avec la réglementation qui arrive. Et donc, on est très fiers d'évoluer dans ce secteur en plein essor. J'ai toujours un micro. Moi, je partage l'optimisme, en tout cas, que je ressens de mes collègues. C'est clair que quand on regarde l'actualité, on peut être un petit peu refroidi, il y a des discussions un petit peu houleuses. Maintenant, si on prend de la hauteur par rapport à tout ça, on regarde la démographie médicale, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, et elle ne va pas changer à coup de budget de cette année ou de l'année prochaine. On regarde les aspirations des patients. Est-ce que les patients veulent retourner en cabinet? Est-ce qu'ils veulent passer 15 jours, 3 semaines à l'hôpital, ou est-ce qu'ils préfèrent rester à la maison? On regarde les bénéfices prévus par les dispositifs numériques, qui ne vont pas tout faire, mais quand même ça aide beaucoup. Et quand on regarde ces données d'entrée, on sait que la donnée de sortie, c'est le meilleur général, c'est la télésanté, c'est le télésoin. Donc moi j'avance calmement, on avance plutôt sereinement vers la téléréadaptation, vers le télésoin de manière générale. On sent que les pouvoirs publics nous accompagnent à leur vitesse, à leur manière aussi. On prend en compte les cultures de chacun et on reste extrêmement positif. Voilà. Je vous remercie tous les trois pour toutes ces informations et votre optimisme. Et on sent effectivement qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a énormément de potentiel à dégager de ces télédispositifs. Je vais laisser tout de suite la main à mon collègue Jean pour présenter la deuxième table ronde sur la prise en charge des patients avec une approche holistique, intégrative de la santé. Et je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci Sandrine. Bonsoir. Du coup, ceux qui interviennent sur cette seconde table ronde, à savoir Thibaut, Solange, Valentine, je vous invite à me rejoindre également. Merci beaucoup. Super. Alors, un petit changement de programme de dernière minute. Alain Toledano n'a pas pu se joindre à nous, donc on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous, Solange. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je te laisserai te présenter, mais fondatrice de Médoucine. Thibaut, Valentine, je vous laisserai également vous présenter, à chacun votre tour. Et merci aux intervenants de la table précédente. C'est édifiant, c'est encourageant aussi, et je pense que ça nous donne beaucoup de bonnes idées à tous et toutes. Moi, je voudrais commencer avec un chiffre, 46% pour être précis, c'est la part de patients qui vont chercher un traitement complémentaire en 2022 lors de leur parcours de soins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne sur deux quasiment ici considère et a les moyens de considérer que la santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie. La santé, c'est aussi une santé environnementale, une santé psychologique, une santé sexuelle, une santé émotionnelle, et que ça dépasse donc la conception qu'on avait pendant longtemps de la santé, très orientée sur l'acte. Alors, ça veut aussi dire, et on le voit à travers des exemples comme le fait que l'acupuncture, ce que tu me disais Sandrine plus tôt dans la journée, l'acupuncture a été considérée officiellement comme une des solutions les plus efficaces pour le recours à la douleur chez les patients en traitement anticancéreux. Ça a été reconnu par notamment l'American Society of Clinical Oncology. Donc on commence enfin à considérer cette santé de façon holistique, complète, intégrative, et c'est le sujet de cet échange. On voit du coup, suite à ça, des structures émerger, alors évidemment pas que en France, mais en France aussi, avec, je prends l'exemple du CHU de Bordeaux, qui a ouvert récemment le premier institut dédié à l'hypnose, avec des initiatives, par exemple à Albertville ou dans les Hauts-de-France, qui démarrent, avec des visions de la santé intégrative. Et je pense que vous pourrez nous parler de l'initiative d'Alain Toledano également ce soir, qui, avec l'Institut Raphaël, tient la santé par ce bout-là. Peut-être pour commencer, je te donne la parole Thibaut. On a parlé beaucoup de technologie aujourd'hui, de télédispositifs qui permettent
d'adresser une plus large population, qui permettent aussi de coordonner énormément les soins entre différentes populations de soignants. Alors tu as été à l'initiative de Mon Docteur, tu es à l'initiative aujourd'hui de Primary Care, tu vas nous en parler, et j'aimerais que tu nous parles de la place de la technologie dans ta vision d'une santé holistique, complète, intégrative. Je pense que tu as un micro. Alors, ouais. Donc peut-être pour me présenter rapidement avant. Donc moi, effectivement, dans une vie précédente, j'ai été fondateur de Mon Docteur, qui faisait de la prise de rendez-vous en ligne pour les patients et les médecins. Donc on a cédé et fusionné avec Doctolib, donc aujourd'hui intégré avec Doctolib. Et aujourd'hui, je me relance dans un nouveau projet, toujours dans la santé, autour des soins primaires, où je pense qu'effectivement, il y a une vraie innovation à amener, et mon sentiment c'est qu'aujourd'hui on a envie de repenser l'expérience de soins primaires, que ce soit pour les patients ou pour les médecins, et réinventer le cabinet médical traditionnel. Et je pense qu'effectivement la techno a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Moi j'ai une ADN avant tout, avant d'être santé, j'ai une ADN techno. Et donc c'est comment est-ce qu'on amène des compétences, des moyens dans le secteur de la santé au profit des médecins. Voilà, donc concrètement, que ça va être des cabinets médicaux. Alors on commence par la médecine de famille, qui est peut-être le segment le plus large et l'entrée de parcours. Et donc c'est de repenser ces cabinets, donc avec à la fois des cabinets médicaux physiques, libéraux, finalement comme on connaît tous, mais avec une organisation repensée en interne, et également une app pour faciliter la communication avec les patients, entre le patient et le médecin. Et pour moi, ce lien qu'on met entre le patient et le médecin, c'est ce qui va permettre demain d'aller vers une médecine qui soit plus préventive, plus suivie dans le temps, en dehors des y compris en dehors des consultations, et qu'aujourd'hui 95% des interactions que vous avez avec votre médecin, c'est une consultation physique. 5%, un peu moins, c'est une téléconsultation. Le reste, il n'y a quasiment rien. Donc c'est comment est-ce qu'on change ce paradigme, et accessoirement, comment est-ce qu'aussi on repense l'organisation du cabinet pour faire en sorte que ce soit juste soutenable pour le médecin, surtout dans la configuration actuelle. Voilà. Donc je pense que la techno, si on projette un peu la médecine dont on rêve tous, la techno a un rôle non seulement essentiel à jouer, mais indispensable, quoi. Donc je pense que le débat sur est-ce que la techno doit faire partie de la santé, c'est un débat sur lequel on m'a beaucoup interrogé il y a 10 ans. J'ai beaucoup répondu pendant 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui on peut passer au débat suivant, qui est de dire ok, c'est comment est-ce qu'on le met en place, comment est-ce qu'on l'accepte, et qu'on arrête de débattre sur le fait que est-ce qu'Internet c'est bien ou pas, est-ce que la techno c'est bien ou pas. Je pense que ça, on est tous convaincus. Alors, merci beaucoup Thibaut. En effet, il n'y a pas vraiment de débat. Du coup, pour aller un petit peu plus loin, je propose que Valentine, tu nous donnes un petit mot sur Jean, et que tu nous parles également de ton approche, c'est-à-dire que toi, tu as été également sage-femme, tu l'es toujours. Voilà, donc tu as vécu et tu vis toujours ce qui se passe réellement dans les structures de soins actuelles, et tu as décidé de fonder avec Isabelle Jean, qui est une structure nouvelle avec une approche holistique de la santé. Est-ce que tu peux nous définir cette approche holistique et nous dire aussi pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de créer une structure séparée, différente, nouvelle, et comment tu vois l'intégration possible de ces technos, ou de ces nouvelles techniques, on va dire, au sein de l'hôpital que tu connais également? Ça fait beaucoup de questions. Alors effectivement, je crée Jean avec Isabelle ici présente. L'objectif de Jean, ça va vous rappeler un discours, mais l'objectif c'est de créer le premier réseau de centres dédiés à la santé de la femme, qui propose du suivi holistique pour toutes les femmes de la puberté à la ménopause. Et donc concrètement, on propose quoi? On propose des centres physiques avec une expérience différenciante qui casse un peu avec les codes des cabinets médicaux classiques qu'on peut connaître. Et dans ces cabinets médicaux, l'idée c'est de retrouver les principaux professionnels de santé dont une femme a besoin tout au long de sa vie. Donc que ce soit du médical avec des sages-femmes, des généralistes, des gynécologues, mais aussi du paramédical avec des psys, des kinés, des ostéos. Et puis on a une partie du centre qui va proposer aussi des conférences, des ateliers collectifs, des cercles de parole, avec vraiment toute une partie qui nous paraît essentielle de prévention et d'éducation à la santé.
Et ces centres physiques, l'idée c'est qu'ils s'appuient sur une application patiente. Donc là, avec nos débuts de Founder, on ne se lance pas dans 2 projets à la fois. Cette application patiente, l'idée c'est qu'elle soit vraiment la prolongation virtuelle de nos centres physiques. Elles sont vraiment à destination des centres. Et pour cette application, on utilise une API, l'API de Nabla. Donc voilà. Et donc, il y a effectivement une vraie volonté de parcours de soins holistique. L'holistique, c'est quoi? Ça paraît être un mot innovant, alors que c'est tout sauf innovant comme concept. Rien que dans la définition de la santé par l'OMS, l'OMS dit bien que la santé, c'est un état complet de bien-être social, mental et physique. Donc finalement, en vrai, il n'y a pas grand-chose d'innovant. C'est vraiment voir le patient dans sa globalité. Comme dit très justement Alain Toledano, c'est pas penser spécialement à la maladie, mais penser au malade. Alors nous, c'est encore plus vrai que la femme qui est suivie chez Jean n'est pas forcément malade. Donc voilà, donc il y a cette volonté de voir le patient dans son entièreté et de donc impliquer des praticiens de disciplines différentes et extrêmement complémentaires. Et donc la place de la techno dans cette histoire, c'est quoi? C'est évidemment de proposer des parcours de soins, un parcours de soins omnicanal qui permettent à nos patientes de poser toutes les questions qu'elles ont entre 2 consultations aux professionnels du centre, principalement aussi pour les femmes qui sont dans des moments de vie forts et qui ont un fort besoin de réassurance. Et il y a un très grand nombre de questions qu'on peut adresser qui ne nécessitent pas forcément de consultation dans ces cas-là. Alors c'est extrêmement intéressant. Je note notamment le fait que Jean ait été pensé autour d'un parcours de soins. On parle souvent des parcours de soins, c'est un mot qui revient très régulièrement dans la bouche des autorités, dans la bouche des entrepreneurs. Valentine comme Thibault, vous avez fait le choix de créer entre autres une structure physique et de penser avec les professionnels de santé au parcours de soins au pluriel les plus efficaces d'un point de vue clinique, en pensant le malade en premier. On en parlait à l'instant d'ailleurs, Solange. Toi qui es à la tête de Médoucine, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta vision également du parcours de soins, toi qui laisses peut-être plus encore de liberté et d'action de la part des gens qui utilisent Médoucine. Oui, bonjour à tous. D'abord, je suis extrêmement honorée quand même de remplacer Alain au pied levé, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a vraiment monté un centre extraordinaire. Et d'ailleurs, avec qui j'ai eu la chance d'animer un webinaire la semaine dernière, donc peut-être je pourrais vous en dire un mot aussi. En tout cas, pour répondre à ta question, effectivement, l'objectif de Médoucine, c'est de permettre au public d'agir pour son bien-être, pour sa santé. Voilà, avec effectivement cette vision donc holistique que tu as si bien décrite de la santé, et du coup d'apporter la vision complémentaire en disant les parcours de soins, le circuit médical, il est ce qu'il est, mais en tout cas il existe, il a le mérite d'exister, il est quand même très établi. Ce qui est moins établi, c'est la partie complémentaire, les fameux 46%, ou selon les enquêtes, enfin, voilà, plus ou moins la moitié des Français qui souhaitent prendre leur santé en main avec des pratiques telles que la sophrologie, la naturopathie, le shiatsu et bien d'autres, l'hypnose, que sais-je, et qui en fait ne savent pas toujours vers qui se tourner, alors que on parle de sujets qui ont un gros impact en fait sur la qualité de vie au quotidien. Nous, finalement, les sujets sur lesquels on travaille, c'est effectivement pas forcément des gens malades qui sont vraiment dans un parcours de soins au sens autour d'une maladie, mais qui dorment mal, ça souvent aux Parisiens ça parle, qui ont beaucoup de stress et qui le vivent mal, qui ont des douleurs, qui ne savent pas très bien comment améliorer leur alimentation. Voilà, c'est tous ces sujets-là en fait qui ont un impact sur la qualité de vie, sur le bien-être au quotidien, et on le sait aussi quand même, parce que le stress est quand même le facteur numéro 1 aussi de cause ensuite de différentes pathologies, en fait peut avoir un vrai impact santé long terme. Voilà. Et donc sur Médoucine, l'objectif c'est vraiment de faciliter l'accès à tous ces professionnels, en mettant effectivement le public, l'utilisateur au centre de cette décision, et donc de donner les meilleures conditions pour un choix libre et éclairé des professionnels avec le plus de transparence possible. Notamment, on collecte les avis des utilisateurs, donc c'est vrai que c'est là qu'on voit aussi pourquoi il y a tellement d'intérêt. C'est que on a quand même 99% de gens qui recommandent leur consultation, donc c'est vrai qu'il y a une satisfaction très élevée autour
parcours de ces pratiques. Et voilà, donc on donne énormément d'informations pour que chacun puisse choisir finalement le professionnel qui lui convient. Parce que, comme je te le disais, c'est vrai qu'on peut penser parcours de soins, mais dans ces pratiques, comme ça demande vraiment l'implication de chacun, potentiellement le changement d'habitude de vie, l'utilisation de conseils, d'outils, en fait, il faut quand même être très impliqué et donc choisir des pratiques qui nous ressemblent, qui nous conviennent, qui nous parlent. Voilà. Alors, merci, c'est un regard complémentaire, je pense, à ceux qu'apportent Thibaut et Valentine. Est-ce que vous pouvez nous parler chacun également des freins qui sont en face de vous, que vous souhaitez lever pour penser une médecine holistique, pour penser une médecine intégrative? On peut parler de techno, d'éducation, d'information. Quels sont vos freins à vous et vos enjeux à vous en tant qu'entrepreneur de la santé dans cette direction d'une médecine holistique? Thibaut, je vois qu'il y en a... C'est toujours pareil. Le frein quand on est entrepreneur dans la santé, c'est déjà d'être accepté par la santé. Non, mais concrètement, j'ai une forte conviction, pareil, qui est d'arrêter d'opposer le public au privé, et qui est de se dire que si on veut faire face aux enjeux des 10 prochaines années dans la santé, il va falloir quand même qu'on accepte que le privé vienne jouer un rôle. Et je pense que le privé a un vrai rôle à jouer. Et pour ça, aujourd'hui, faut reconnaître, pas simple. C'est pas simple en termes de structure juridique et de régulation, c'est pas réglementaire, c'est pas simple par la perception que peut avoir le corps médical du privé, de temps en temps à juste titre, de temps en temps à moins juste titre. Mais je pense que, en tout cas sur les soins primaires, il y a un vrai enjeu parce que si on pense que pour faire face aux défis, il va falloir amener des compétences tech, digitales, si on pense qu'il va falloir amener des compétences organisationnelles dans la santé, moi je crois que les médecins tout seuls, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Et donc si on veut les aider, il faut accepter qu'il y ait d'autres compétences qui viennent. Et je pense que l'État en a besoin, tout le monde voit ce qu'il faut faire, tout le monde a l'ambition de le faire et personne ne sait par où prendre le bout. Donc je pense que le premier frein, c'est ça, je pense qu'il faut créer et favoriser l'émergence de ces acteurs privés pour aider les médecins. Et puis après, je pense que le reste suivra. Je pense qu'on abordera cette question, notamment les intervenants de la table ronde d'après pourront aussi donner leur avis par rapport à tout ça. Solange, tu me parlais également de nouvelles compétences, de nouveaux profils à qualifier, à encadrer. C'est vrai qu'une compétence médicale ne se transfère pas, c'est quand même très différent. Pour les acquérir, ça prend du temps. Quels sont ces nouveaux métiers? Est-ce que c'est un frein d'accéder, de permettre aux gens d'accéder à ces nouveaux métiers? Ton opinion là-dessus? Oui, c'est vrai que parmi les freins, il y a ce sujet de quelle profession on parle. Est-ce que ce sont des professions? C'est quoi les conditions d'accès? C'est quoi les formations, etc. Typiquement, l'ostéopathie a fait ce trajet, en fait, de d'abord obtenir un titre, puis en fait réglementer les formations. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres pratiques qui essayent d'avoir des métiers reconnus. Donc il y a quand même des inscriptions au répertoire des métiers pour les sophrologues, pour des naturopathes, pour le shiatsu, pour les réflexologues, mais ça reste quand même encore marginal et typiquement il n'y a pas de référentiel de formation. Donc ça c'est quand même un frein parce que tous les gens qui voudraient amener des professionnels de ce type dans leurs institutions, je pense que tu as ce sujet-là aussi, selon leur ouverture, selon leurs contraintes à eux aussi, peuvent être bloqués par le fait que qu'est-ce qu'un bon professionnel? En fait, rien ne l'établit. Voilà. Donc, nous, c'est là où, du point de vue de la personne individuelle, dans la mesure où on paye de sa poche, finalement, peu importe, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas évident, en l'absence d'un cadre, de savoir, finalement, de pouvoir intégrer vraiment ces professionnels dans des cursus très normés que sont les établissements de soins, etc., quoi. Merci beaucoup. Valentine, oui, justement. Et d'ailleurs, si on peut revenir à la première question, je ne pense pas avoir saisi l'entièreté de ta réponse. Peut-être qu'il y a des difficultés également au sein des hôpitaux pour intégrer tout ça. Tu peux nous en parler avec ce volet-là, en plus du volet Jean? Au sein des hôpitaux, je vais te dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà tellement de difficultés à se focus sur les
les disciplines jugées essentielles et les services essentiels qu'aujourd'hui diversifier la pratique et faire intervenir des nouveaux services, des nouveaux types de consultations, c'est quasi mission impossible. C'est pas faute d'essayer. En tout cas, il y a une vraie volonté de la part des équipes soignantes de voir plus d'holistique à l'hôpital. Mais là, le problème, il est même beaucoup plus huge que ça. Mais en tout cas, pour ramener effectivement à ce que nous, on crée, le principal frein à l'holistique, j'ai pas trop de doute, c'est effectivement le fait de ne pas pouvoir faire travailler au même endroit tous ces professionnels de santé. Et donc effectivement, aujourd'hui, pour donner un exemple, une sage-femme que je suis, je n'ai pas le droit de m'installer à côté d'une sophrologue dans un même cabinet. Seules les professions dites réglementées ont le droit de s'installer ensemble, ce qui est particulièrement limitant quand aujourd'hui on a envie d'ouvrir des chakras à d'autres pratiques. Je vais prendre un exemple que je connais bien, mais Alain Toledano en aurait parlé pour le cancer, l'endométriose, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est quand même une pathologie par excellence qui touche donc une femme sur 10 et pour laquelle on sait aujourd'hui de sources sûres que le simple suivi par un gynécologue ne suffit pas. Donc elle va avoir besoin d'un acupuncteur, elle va avoir besoin d'ostéopathie, d'un nutritionniste, d'une sage-femme, d'un psychologue. Et ben c'est du coup une vraie perte de chance pour ces femmes. Seules les femmes qui peuvent se le permettre vont pouvoir aller voir ces praticiens-là. Et puis, dans un centre comme le nôtre, si on a envie d'avoir tout au même endroit et de pouvoir proposer ces parcours de soins holistiques chez nous, c'est un sacré parcours du combattant. Donc, ça a nécessité de trouver un peu des techniques pour avoir le droit de mélanger tout au même endroit. Mais même aujourd'hui, avec les solutions qu'on a trouvées, il reste un peu un stress d'être crédible médicalement parlant, tout en introduisant ces disciplines dites médecine alternative. Et c'est un vrai souci parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui. Je pense qu'on est nombreux à penser que ces disciplines-là, elles ont beaucoup à apporter aux patients. Sauf qu'effectivement, comme la formation est plus ou moins aléatoire, que c'est pas vraiment certifiant, il n'y a pas vraiment de label de qualité, et du coup, c'est une vraie problématique pour savoir vers qui on va s'orienter. Et pas plus tard qu'hier, avec Isabelle, on rencontrait Pauline Martineau, qui est la conseillère du ministre de la Santé, qui nous parlait de ça, qui nous expliquait qu'ils essayaient vraiment de chercher des solutions, qu'ils essayaient de voir est-ce qu'il faut créer des ordres. Alors en l'occurrence, il nous parlait de créer un ordre pour les psychologues. Je leur souhaite bien du courage. Donc est-ce que la solution, c'est de créer des ordres pour toute cette discipline ? Je pense pas, mais du coup, en tout cas, voilà, il y a une vraie question aujourd'hui de quel cadre on crée pour pouvoir créer des parcours holistiques. Bien sûr. Oui, merci. Ça me donne effectivement envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que derrière ça, en fait, et la situation que tu rencontres, moi, ce que je pense, et les freins aussi que rencontrent les professionnels quand ils essayent d'obtenir des référentiels métiers, etc., c'est que il faut bien le reconnaître, ces pratiques, elles ne sont pas toujours super bien démontrées. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Ça peut paraître très très bizarre parfois. Tu vois, tu parlais d'ouvrir les chakras, par exemple. Donc il y a des notions comme ça qui peuvent paraître un peu ésotériques. Et j'en parle d'autant plus facilement que je suis polytechnicienne, donc je suis rentrée dans ce secteur en disant où sont les preuves. J'ai passé 10 ans dans l'industrie pharma. Où sont les preuves? Où sont les études? Qu'est-ce qui est démontré? Et la réalité, c'est que on n'aura pas les mêmes études sur ces pratiques que sur le médicament, pour des questions de financement d'une part, parce qu'il n'y a pas une firme qui va avoir l'argent pour financer, pour des questions de structure d'études aussi. Donc là, par contre, il y a plein de gens qui travaillent et c'est super à essayer de développer une façon d'évaluer ces pratiques qui soit plus adaptée à ça. Mais quoi qu'il en soit, ça peut paraître un peu bizarre dans un monde trou cartésien. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de se dire, ok, en fait, et c'est ça qui marche, si Alain Toledano fait ça, c'est parce qu'en fait, il a dit, moi, je m'en fiche un peu de savoir comment ça marche, pourquoi ça marche. Le fait est que ça fait du bien
à mes patients et c'est ça qui compte. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, et ben finalement, on peut se dire, c'est quoi le risque? Donc j'aime bien, moi, l'aborder sous l'angle du risque, parce que le risque, c'est que ces pratiques, si elles sont mal pratiquées par les mauvaises personnes, elles peuvent éloigner les personnes du parcours de soins. Avec le gourou, voilà, c'est toujours l'extrême qu'on prend en exemple pour en faire une généralité, le gourou qui va dire arrêtez votre chimio pour prendre la soupe de plantes. Bon, ça reste très exceptionnel, mais ça existe. Et le vrai meilleur moyen de l'éviter, c'est de faire ce que tu fais, c'est de mettre tout le monde au même endroit et de les faire bosser ensemble. Donc voilà, du coup, moi, je vraiment milite pour ce truc intégratif parce que je suis convaincue que, en fait, ça élimine ou en tout cas, ça limite largement le vrai risque. Et pour le reste, à chacun de voir ce qui lui fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on conclue cette table ronde. En tout cas, on comprend que l'intégration de disciplines nouvelles dans un parcours complet, on a déjà des premières preuves cliniques, on a déjà des super belles initiatives, on sait dans quelle direction vous poussez, on est admiratif chez 50 Partners de toute l'énergie que vous mettez tous et toutes dans cette direction, donc encore bravo. Et puis je vous propose qu'on vous remercie évidemment et qu'on passe à la dernière table ronde de la soirée avant le petit cocktail. Merci encore à tous les trois. 1, 2, 2. Alors, bien sûr, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, j'espère que vous n'avez pas encore trop faim et que vous serez concentrés sur cette troisième table ronde. Sur cette troisième table ronde, on va parler du rôle et de l'impact des institutions dans la transformation de nos organisations de la santé. Alors, je propose à Olivier Klatz de nous rejoindre, Stéphane Pardoux et Olivier Mariotte. Bienvenue. Alors oui, on a deux micros pour nous quatre. Voilà. Merci à tous les trois d'être présents ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir conclure cette soirée avec vous. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter en quelques mots, d'expliquer qui vous êtes et quel est votre rôle. Et puis, avant de vous faire réagir à tous les sujets qu'on vient d'évoquer sur cette première et deuxième table ronde, j'aurais envie avec vous, s'il vous plaît, notamment Olivier Klatz et Stéphane Pardoux, qu'on fasse un petit tour d'horizon sur quelles sont nos institutions de la santé. Il y a beaucoup d'acronymes et je m'y perds. Pour la petite anecdote, je vais vous faire cette confidence. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que le CNAM n'est pas seulement le Conservatoire national des arts et métiers, mais aussi la Caisse nationale d'assurance maladie. Ça n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je vais vous passer la main. Peut-être Stéphane, vous laissez vous présenter d'abord, expliquer votre rôle. Merci. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Stéphane Pardoux, je suis le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance, qui est une agence d'État qui accompagne le système de santé, les opérateurs collectifs, donc les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD, les cliniques, dans l'amélioration du service rendu sur un certain nombre de thématiques. Je suis directeur d'hôpital de métier premier. Et je rebondis tout de suite à votre observation. Le rôle des institutions et des pouvoirs publics, c'est déjà de faire comprendre le domaine. Et votre observation n'est pas incongrue. Je pense qu'il y a un premier problème, un premier sujet assez majeur, et je le vois assez régulièrement lorsque je discute avec des entrepreneurs. C'est la méconnaissance assez marquée, pardon de le dire comme ça, au risque d'être un peu dur, c'est la méconnaissance assez marquée par les acteurs du système, et notamment, et je vais y revenir tout à l'heure si vous me laissez l'occasion d'en parler, sur les modalités de financement du système. Et ça m'a encore frappé tout à l'heure dans l'échange. Je rappelle, et après je donne la parole à Olivier, je rappelle que le système de financement, il est socialisé. Sauf à des petites exceptions sur des approches particulières dont on a pu entendre parler tout à l'heure, mais qui sont des approches finalement qui ne s'adressent pas à toute la population. Donc le système de financement, il est d'abord socialisé. Et pour que les produits dont on parle là aujourd'hui se développent, il faut qu'ils répondent à un service collectif et qu'ils soient validés par la collectivité comme apportant un bien collectif pour le système. Et je pense que ce point-là n'est pas assez clair au démarrage de toute réflexion entrepreneuriale dans le domaine de la santé. Donc le premier travail des institutions, et ce n'est pas que des institutions, c'est des acteurs publics, des dirigeants publics, c'est de réexpliquer ça en permanence. Sauf à ce qu'on veuille changer de modèle, qu'on veuille passer à un autre modèle qu'on connaît de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ici, le financement, il est socialisé. Et ça, si on l'oublie,
c'est compliqué. Et après, je reviendrai sur le sujet. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Klatz, je suis un ancien entrepreneur. Il y a 10 ans, pendant 6 ans, j'ai dirigé Therapixel, qui est une boîte qui continue de vivre. Après, pendant 2 ans, j'ai dirigé un programme qui finance l'intelligence artificielle pour la santé, un programme qui faisait 30 millions d'euros au SGPI. Alors, c'est une structure qui n'est pas très connue par ailleurs, mais qui est en gros la structure qui est la banque de BPI France et de l'ANR et qui en fait pilote tous ces programmes. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai également participé, enfin j'ai même construit le début de ce que certains connaissent chez vous ici, qui s'appelle la stratégie d'accélération santé numérique, qui est un programme qui fait un peu plus de 600 millions d'euros, essentiellement à BPI France, et donc qui finance l'innovation, donc plutôt sur les phases de R&D, et puis plus récemment sur la partie évaluation clinique. Donc programme que j'ai passé à un de mes collègues, qui est au ministère de la Santé, où je travaille aujourd'hui, à la délégation ministérielle du numérique en santé, où je dirige le programme Ségur du numérique en santé, donc il y a un programme qui est le plus gros programme de transformation digitale qu'on ait mené au sein de l'État, qui est un programme qui pèse 2 milliards d'euros, mais qui est un programme qui est ponctuel, donc il n'y a pas vocation à financer dans la durée le système de santé, mais plutôt à financer la transformation et essentiellement en fait numériser le parcours de soins, donc pour faire court, passer du papier à la donnée numérique. Bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Mariotte, je suis entrepreneur aussi, mais au départ je suis médecin. Ce qui fait que par rapport à beaucoup de choses que vous avez dit, il y a peut-être des choses à reconsidérer et à voir. Je suis très honoré d'être à côté de l'ANAP et de la DNS parce que c'est très certainement les deux structures les plus modernes et les plus inventives et les plus partageuses en termes d'information du ministère de la Santé. Il y a beaucoup d'autres structures, en particulier de direction générale, avec lesquelles il est beaucoup plus difficile de travailler, et l'ANAP a un rôle de conseil qu'elle fait depuis des années, en particulier depuis le travail qui a été fait par Christian Anastasie. Et en ce qui concerne la DNS, il faut saluer au passage des personnes comme Dominique Pont et Laura Letourneau, qui ont fait un travail absolument merveilleux sur tout ce qui concerne la santé numérique et qui ont été vraiment à l'origine du programme. Alors moi, je fais quelque chose qui est totalement différent. Moi, j'ai créé une agence qui s'appelle NIL, et qui est une agence conseil en affaires publiques dédiée aux acteurs de santé. Donc mon métier, c'est de faire de l'accès au marché et de faire de l'influence. Donc on travaille sur les textes de loi. C'est très bizarre que vous n'ayez pas, en particulier dans le PLFSS, que vous n'ayez pas trouvé quelque part qu'il avait été totalement incongru, qui est un amendement qui a été déposé par une congrégation de députés venant de tous bords, puisqu'on avait des NUP, on avait des rassemblements nationaux, des LR à l'intérieur, et qui ont failli vous bloquer votre business pour l'éternité. Et ce sont en particulier les associations de patients et puis deux think tanks dont on s'occupe qui sont montés aussi au créneau pour demander en particulier au ministère de la Santé de faire en sorte, et à Stéphanie Ries, de faire en sorte de ne pas faire passer cet amendement. Mais je pense que quand vous êtes positif sur l'avenir, il va falloir que vous vous occupiez du présent au jour le jour, parce que sur le plan de l'affluence, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis je parlerai aussi en tant qu'élu local, puisque je suis aussi élu local dans un désert. Je ne parlerai pas de désert médical, puisque c'est un désert de tout. Donc on est tranquille, il faut faire 70 km pour avoir un CHU, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de service de l'État. Et voilà, on a 150 personnes qui sont laissées entre guillemets pour compte et qui vivent très bien, avec une mortalité d'ailleurs qui est extrêmement faible, et une espérance de vie qui est très longue, mais c'est peut-être très certainement pas à cause du système de santé. Merci beaucoup Olivier. Je vois qu'avec vous trois, on vient d'avoir une introduction pimentée dans les sujets. C'est excellent. J'ai l'impression que nous, pauvres entrepreneurs, nous faisons un peu sonner les cloches. Mais c'est vraiment ça dont on a besoin, justement, de créer effectivement beaucoup plus de conversations et de lieux d'échange entre vous et les start-upers, les entrepreneurs qui mettent tellement d'énergie à créer leur business et à amener à leurs solutions, qui sont peut-être naïfs. Et voilà, on a besoin de vous. Et voilà, je repasse la parole, Stéphane. Parce que, alors, du coup, à quoi servent les institutions dans ce dispositif? Le premier sujet, enfin, de façon un peu caricaturale. Moi, je pense qu'il manque clairement des sessions massives de masterclass pour expliquer aux entrepreneurs les fondamentaux du secteur de la santé, notamment ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir à ce sujet-là, il faut avoir idée de qui va payer. Et donc, il
faut bien se rappeler que dans le système, à l'exception de l'assurance maladie, quasiment personne ne paye, puisque les hôpitaux sont financés par l'assurance maladie. Je rappelle que les hôpitaux et les cliniques n'ont pas de budget dédié à l'innovation spécifique. Donc, pour qu'un hôpital puisse acheter des solutions, même s'il les juge toutes très pertinentes, il faut qu'il le décide sur sa masse propre. Ou alors, il faut que l'assurance maladie décide d'en faire un élément de remboursement global dans le cadre du service médical rendu, donc avec tout le processus que vous pouvez connaître pour ceux qui sont passés au service médical rendu. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un dispositif qui a passé toutes ces frontières, j'oublie toujours le nom, MoveCare, voilà, il y en a un seul, je crois. Bon, donc c'est très compliqué. Donc, premier truc, il faut faire des masterclass pour expliquer tous ces sujets-là. Le deuxième point important, le rôle des pouvoirs publics, et ça, ce qui a été très bien fait, c'est qu'il y a tout un dispositif d'accélération grâce à la DNS qui est mis en place. Clairement, le schéma a changé en 5, 6, 7 ans depuis que la DNS a mis un coup d'accélérateur. Donc des dispositifs pour soutenir, pour aller chercher des idées, il y en a plein. Le dernier en date, les tiers-lieux d'innovation, c'est un appel à projet, je crois, de la DNS, qui va soutenir d'abord 10, puis 10, puis 10 hôpitaux qui vont finalement avoir, non pas des incubateurs, mais des accélérateurs avec eux, pour prendre des startups et les aider à essaimer plus largement dans le pays, ça existe. Du coup, l'action des pouvoirs publics, pour inciter elle existe. Le sujet central, c'est le financement. Et donc là-dessus, moi je voudrais, alors ça m'embête de faire ça ici parce que je suis technophile et je pense que c'est une des voies de solution du système, mais il faut que il serait souhaitable que chacune des réflexions qui amènent à envisager des outils se pose la question du retour sur investissement direct. Mais quand je dis direct, c'est pas hypothétique. Alors je prends toujours cet exemple. Donc l'IFEN adore parce qu'à chaque fois ça les met en évidence, mais je prends cet exemple de l'IFEN. Pourquoi est-ce que l'IFEN a vendu hyper rapidement son outil qui amène les comptes rendus directement chez le médecin traitant sans passer par la case boîte aux lettres, enveloppe? Parce que la solution l'IFEN, non seulement elle répond à une considération nationale qui est le délai d'envoi des comptes rendus, donc à de la fluidité du parcours pour que le médecin ait immédiatement connaissance que son patient il a été hospitalisé à Gustave-Roussy et qu'il est pas, ou qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort, mais c'est mieux qu'il l'apprenne avant que d'autres lui apprennent. Mais, donc c'est parce que ça répond à ça, mais en plus c'est parce que l'action l'IFEN, le travail, cette offre-là de l'IFEN, elle amène un retour sur investissement de 3 mois, puisque vous économisez automatiquement le papier, le timbre et la secrétaire qui met sous enveloppe. Et donc cette innovation importante, elle s'est essaimée, enfin je parle sous contrôle puisque Thibaut est là de IFEN, elle a eu un effet hyper rapide. Bon, maintenant elle est présente dans un grand nombre d'établissements. Mais des solutions comme ça, moi je le dis franchement ici, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Parce que toutes les autres solutions un peu globales comme ça, dont on dit elles vont améliorer la DMS, elles améliorent la prise en charge globale. Mais quel est le retour sur investissement pour un offreur de soins? Quel est son retour sur investissement? Moi je ne le connais pas. Et je pense qu'il faut vraiment... Non, mais il faut vraiment réfléchir à ça. Et j'arrête. Il faut vraiment réfléchir à ça et j'arrête. Je te laisse, bien sûr, je te laisse enchaîner. Moi, je vais redire ce que tu as dit, mais je vais essayer de faire plus court parce que je suis encore plus caricatural. Je pense que soit vous offrez en fait de la valeur médicale, et ça, en fait, si vous n'avez pas une étude clinique randomisée qui démontre le bénéfice pour le patient, si possible, en mois ou années de vie, alors, moi, dans mon monde caricatural, vous êtes mort. Soit vous faites des tuyaux, comme l'IFEN, et donc vous n'apportez pas de la valeur médicale, en tout cas pas directement, mais vous avez un bénéfice sur l'organisation, vous faites gagner des timbres, du temps patient, du secrétariat, etc. Et donc, voilà, et donc là, en fait, vous offrez une valeur qui est perceptible par le client, et vous partagez la valeur avec lui. Et en dehors de ces deux modèles, en tout cas, mais encore une fois, c'est dans ma tête qui n'arrive pas à voir les autres, j'en vois pas. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Olivier et Stéphane. Votre client, en fin de compte, c'est la Sécu. Allez pas chercher plus loin. Votre client, c'est la Sécu, c'est la CNAM. Si vous pensez que demain, les assureurs complémentaires sont capables d'aller mettre de l'argent à profusion sur vos modèles, rassurez-vous, ça va s'arrêter à une démarche qui serait une démarche marketing. Et puis au bout d'un moment, comme ils ne sont pas systémiques dans le système et qu'ils sont supplétifs au système, il va arriver un moment où de toute façon, ça ne les intéressera pas. Je discutais avec un fonds d'investissement à midi. Si on prend un grand groupe d'assurance privée italien, ils ont 600 milliards d'actifs à gérer. Ils ont décidé d'en mettre 60 milliards sur le facteur de l'innovation au niveau européen, et surtout européen,
et plus qu'au niveau des États-Unis. Et ça représente, pour les innovations pures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les innovations de rupture, ça représente à peu près pas plus de 5 milliards d'euros. Donc ces fonds-là, pour les mettre à votre disposition, il faudra les chercher avec les dents. Mais votre client fondamental, dans un pays comme la France, à moins de remettre en cause le système de protection sociale, et dans l'ADN de Neil, ça fait partie des choses sur lesquelles, par exemple, on ne vous donnera jamais de conseils, parce qu'on considère que philosophiquement, le système français à l'heure actuelle est un système qui est l'un des plus équitables pour prendre en charge les malades. Pour un médecin, c'est important. Vous heurtez pour moi, vous heurtez à des fantasmes. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on parle des organisations, vous parlez de santé. Alors quand vous parlez de la santé holistique, je trouve ça génial, mais la santé holistique à l'heure actuelle, c'est une dimension très bien-être que vous apportez. Je trouve ça tout à fait sympa. On en a longuement discuté avec Philippe de Normandie, parce que c'est un ami et qu'il a fait en particulier l'agence sur les médecines complémentaires. Il y a plusieurs choses qu'il faut voir par rapport à cette médecine holistique. Ce que vous appelez holistique, et qui pour moi n'est pas holistique. La santé holistique, pour moi, c'est la santé globale. On pourra en reparler, c'est la fusion entre tout ce qui va se passer sur la santé animale, la santé environnementale, la santé humaine, les interactions, en particulier pour éviter, dans le cadre de ce qu'on appelle One Health, pour éviter l'arrivée d'un certain nombre de risques épidémiques extrêmement graves. On l'a vu avec la Covid, mais on a des collections de virus extrêmement intéressantes qui vont arriver dans pas longtemps. On a vu arriver le monkeypox, on en aura d'autres. Et c'est ça la santé holistique. Mais quand vous parlez d'un mélange de médecine complémentaire avec de la médecine traditionnelle, il y a un problème de reconnaissance des professions, de validation des professions. Il n'y a pas d'ordre, ils ne veulent pas forcément rentrer dans les ordres. Et les ostéopathes à l'heure actuelle, combien coûte un ostéopathe quand vous allez le voir? Ça coûte 75 € à peu près. Un médecin généraliste, ça gagne combien? 25 € par consultation. Donc quand vous avez à discuter avec l'assurance maladie, sachez qu'ils ne vont pas accepter 75 € pour rembourser un ostéopathe. C'est une chose qui est... ils vont pas, et pour ouvrir les chakras, ils ne vont pas mettre 150 € pour faire en sorte d'ouvrir les chakras d'une personne qui souffre d'un problème X, Y, Z. Donc tout ça, il va falloir le négocier avec des acteurs qui sont des acteurs très durs. Vous parliez de facteurs positifs sur le plan de la télésurveillance. Je vous signale que la réunion de jeudi qui a eu lieu, on travaille un peu sur la télésurveillance, le prix qui vous est accordé, il est de 150 € à 200 € par patient et par an. Je ne sais pas ce que vous faites un projet industriel avec 200 € par patient et par an. Moi, personnellement, si mes clients me payaient ça, je pense que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et franchement, je ne serais pas dans un business model qui serait un business model... voilà. Et donc, vous allez vous trouver heurté à des choses que connaissent d'autres secteurs industriels, parce qu'on parle de partenariat public-privé, je veux bien, hein, mais la notion de partenariat public-privé, au sens français du terme, je la connais. Pour avoir travaillé aussi dans les industries du médicament et pour travailler pour l'industrie du dispositif médical, c'est des partenariats publics-privés. Il faut passer par la Haute Autorité de Santé, il faut passer par un certain nombre de validations. La modification qui date d'une saisine faite par Olivier Véran le 14 octobre 2021 des critères de jugement, en particulier de la prise en compte du besoin des patients et des données patients, ça date donc du 14 octobre 2021 et pour le moment, au niveau de la HAS, il n'y a rien d'avancé. Donc vous allez avoir ces différentes choses à prendre en compte, la reconnaissance des professions, la reconnaissance de parcours qui vont être des parcours différents que vous êtes obligé de définir, et puis derrière ça, je suis désolé, parce que la DNS a fait des choses dans des délais qui sont absolument extraordinaires, mais si vous prenez l'exemple du ministère de la Santé sur l'exemple de la DNS, je peux vous dire que ce n'est pas transposable à un autre étage du 14 du Quai. Ça n'existe pas. Ça a été fabuleux le travail qu'ils ont fait. Eh ben, si vous prenez ça en compte, les temporalités, je pense qu'au niveau du business model, il va falloir que vous regardiez aussi les choses pour voir comment ça va pouvoir être rendu compatible. Mais si vous attendez une reconnaissance et un remboursement surtout de la profession des ostéopathes, je ne suis même pas sûr que les ostéopathes en veulent. Seulement, si vous allez dans mon village, on ne parle pas d'ostéopathe, on ne parle pas d'ayurveda, on ne parle pas de sophrologie, parce que c'est des besoins médicaux que les gens ne soupçonnent même pas.
C'est une demande qui est très métropolitaine, très parisienne, ça va bien dans les villes. Mais une fois qu'on est sorti sur un territoire comme le territoire de la France, on s'aperçoit que cette offre-là, elle va se trouver compliquée parce qu'avant de lui trouver une justification techno et réglementaire, eh bien, il va falloir passer des années pour que les différentes professions soient validées. Merci beaucoup à tous les trois. Je suis ravie parce que je vois que les discussions au cocktail vont être animées. Et je voudrais revenir sur là, ces deux modèles peut-être un peu caricaturaux, mais je pense quand même qui ont le mérite de clarifier la situation entre la solution qui permet de tout de suite simplifier de l'organisation ou de la logistique ou de l'interopérabilité, où effectivement là on comprend tout de suite comment c'est rentable rapidement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le business model se comprend très bien. Maintenant, si on revient sur les business models où on voit, où on a besoin de prouver en études cliniques l'impact positif sur la santé, et donc bien sûr là on pense, j'aimerais bien en fait qu'on prenne quelques exemples. On parlait, tout à l'heure on entendait Fabien qui nous parlait de la solution d'Ensuite qui permet à davantage de patients d'accéder au programme de réhabilitation physique, puisque aujourd'hui c'est 70% des patients qui ne font pas ces programmes-là parce qu'ils habitent trop loin des centres. C'est prouvé dans la littérature déjà que ces programmes de réhabilitation sont essentiels pour éviter les récidives, éviter les réhospitalisations. Bien sûr, la start-up est encore trop jeune pour, elle, avoir toutes ces données cliniques et ressortir ces mêmes résultats, mais en tous les cas, ça existe déjà dans la littérature. On a parlé bien sûr des dispositifs de téléconsultation où là, on se dit, mais en fait, il y a véritablement des situations où, s'il n'y avait pas eu ce dispositif, on aurait fait un parcours qui aurait été beaucoup plus coûteux. Donc là, et on voit bien aussi qu'au niveau réglementaire, c'est pas simple. Donc est-ce qu'on peut reprendre peut-être sur ces exemples-là et on reparlera peut-être des centres de soins? En fait, bien sûr que toutes ces solutions, si elles étaient mises en place sur l'ensemble du pays, elle faciliterait les parcours de soins et elle simplifierait. Je parle de ces solutions que vous venez d'évoquer. J'ai un avis un peu différent sur ce qui a été évoqué avant, peut-être sur les médecines complémentaires, choses comme ça, sur les prises en charge, qui, à mon avis, sont un sujet un peu à part, un peu différent, y compris sur les modèles de financement. Mais le sujet central, c'est pas que toutes ces solutions ne sont pas utiles. Le sujet central, c'est que pour qu'elles soient généralisées, il faut qu'elles soient financées pour que, par ailleurs, vous puissiez vivre de ce mécanisme-là. Et donc, il faut à un moment donné prouver que cela fonctionne. Et donc, comme l'a dit Olivier, soit on passe par le dispositif de la valeur médicale, mais c'est très compliqué. Ou alors, il faut jouer sur la situation, sur l'état du système. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le système? Il n'y a pas assez d'opérateurs, il n'y a pas assez d'offreurs de soins, il n'y a pas assez de professionnels. Et ça va durer. Donc typiquement, l'outil de réadaptation physique. Moi, je suis directeur d'hôpital. J'aimerais que la société vienne me le présenter en me disant ça équivaut au temps de travail de deux kinés que je n'ai pas. Que moi, je n'ai pas parce que j'ai 20 ans d'expérience. Jamais je n'ai eu mon tableau des emplois de masseur kinésithérapeute à plein dans un hôpital. Jamais. La start-up vient me dire ça vous fait gagner l'équivalent de 2 équivalents temps plein de kiné et vous proposez la même chose à vos patients. Mais là, ça commence à éveiller mon esprit. Parce que si la start-up me dit, ça vous fait réduire... C'est terrible ce que je dis, mais à un moment donné, il faut quand même parler un peu d'argent. Si la start-up me dit, ça réduit le parcours ça améliore la DMS, ou ça perd... super, je trouve ça super. Moi, je l'utiliserai peut-être. Mais dans mon modèle économique de directeur d'hôpital ou directeur de clinique, je m'en fous. C'est dur ce que je dis, je ne suis pas enregistré là. Si, mais ça ne passera pas. Mais je m'en fous. En fait, je m'en fous. C'est terrible à dire, mais ça ne m'intéresse pas. Et des solutions techniques qui permettent d'alléger la charge dans les établissements de soins, de suppléer à la pénurie qu'on connaît. Je suis sûr qu'il y en a plein. Peut-être que c'est juste une façon de les vendre, de les présenter, en assumant le retour sur investissement et en s'adaptant au fait que il y a aujourd'hui une pénurie d'offreurs. Donc il faut venir compléter cette pénurie d'offreurs. Moi, je ne vous cache pas, quand une start-up, quand un entrepreneur commence à m'expliquer, je vais être très dur ce soir, mais ce n'est pas grave, que cette solution, elle est pour améliorer le bien-être et elle va améliorer le truc, j'ai envie de dire, heureusement.
heureusement. Mais en fait, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est les mutuelles. Mais là, pour le coup, ce que je vais dire est moins net. Mais j'ai l'impression que ce champ-là du financement n'est pas assez exploré par les entrepreneurs. Or, alors qu'un grand nombre de solutions, d'idées, elles sont quand même du registre de la diminution du risque. Et donc, si elles ne sont pas financées en première intention, peut-être que par le biais des mutuelles, tu arrives à faire des proof of concept suffisamment à grande échelle pour que derrière, l'assurance maladie puisse éventuellement dire « Ah mais tiens ». Or, de ce que je vois, jamais le marché de la mutuelle ne vient financer des études assez lourdes qui pourraient, in fine, montrer qu'il y a diminution du recours aux soins. Et peut-être que là, je le dis pour les pouvoirs publics, peut-être que là, il y a un domaine qu'on n'a pas été assez exploré et que les mutuelles elles-mêmes sont assez réticentes. Donc moi, un des conseils positifs, c'est que je pense qu'il faut aller explorer ce champ-là. Et je termine là-dessus, et parce que je veux le dire à chaque fois, il faut que tous les entrepreneurs qui ont des idées, et moi je pense que la solution au système de santé, elle vient beaucoup de vous et d'eux, c'est d'avoir des lobbyistes, quoi. C'est d'avoir des lobbyistes. Non, mais je dis pas ça pour le marché. Non, j'ai pas fait le business. Non, mais c'est d'avoir des lobbyistes. C'est un peu ce que fait French Tech, enfin, j'ai plus là, French Tech, bon, France Digital. C'est d'avoir des lobbyistes au plus haut niveau qui vont chercher en permanence, qui vont expliquer, parce que je suis pas d'accord avec ce qui a été dit à la première table ronde, hein, la tech, c'est pas encore complètement accepté, hein, mais pas du tout. Hein. Il n'y a qu'à voir le débat sur il y a qu'à voir l'amendement sur la téléconsultation. Il n'y a qu'à voir les discussions avec les radiologues sur l'intelligence artificielle en radiologie. Il n'y a qu'à voir le retard en anapath sur la digitalisation de l'anatomopathologie par rapport à d'autres pays. Non, il faut se sortir de ce petit truc. Alors je vais être un peu provocant. Il faut se sortir de ce petit truc entre nous. Nous on aime la tech et donc la tech c'est bon, quoi. Moi je crois pas. Hein. Pourquoi Doctolib s'implante pas dans les hôpitaux aussi bien que dans le monde libéral? D'abord, c'est parce que c'est plus compliqué, puis parce qu'on n'a pas perçu l'intérêt. Les hôpitaux n'ont pas vraiment perçu le ROI en direct. Ils ont un petit doute. Je ne dis pas que c'est bien. Moi, je trouve qu'il faut implanter une prise de rendez-vous. Mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi communément répandu. Donc, il ne faut pas partir avec l'a priori que la tech, c'est bon dans le domaine de la santé. Moi, j'en suis pas sûr. Alors, justement, ça m'intéresse beaucoup de t'entendre, Olivier, puisque tu as cette double casquette d'entrepreneur dans l'intelligence artificielle en santé, et maintenant, tu travailles au sein du ministère de la Santé. C'est hyper intéressant d'avoir ces deux perspectives. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà ta transition et ce nouveau rôle que tu joues au sein du ministère, et nous en dire plus sur le programme que tu mènes? Oh my God. Alors moi j'ai fait deux programmes, hein. C'est-à-dire que le premier que j'ai fait, je vais faire très court, mais en gros je pense qu'en effet pas d'études cliniques pour ceux qui pensent apporter de la valeur, ils sont morts. Et en fait jusqu'à maintenant BPI-France considérait que en fait on pouvait financer que la R&D et que l'étape d'après, l'étude clinique, en gros il fallait trouver des investisseurs pour ça. Or la maturité autant des entrepreneurs que des investisseurs, à date en tout cas, est pas très avancée. Y compris la mienne d'ailleurs quand j'étais entrepreneur, et donc moi je dis une règle au doigt mouillé comme ça, c'est si vous mettez un en fait dans la R&D, pensez au moins mettre un derrière pour l'étude clinique, si ce n'est deux. Donc votre levée de fonds en fait faut la faire 2 ou 3 fois plus grosse si vous n'y avez pas vraiment pensé. Et par ailleurs, ce que tu as dit sur c'est prouvé, en fait c'est pas si prouvé que ça. Évidemment. On va faire une bataille bibliographique là. En fait c'est ça la question. Il y a un moment où quand on est au ministère de la Santé, on sort les articles et puis il y a des grosses études. Enfin je veux dire c'est un métier. La HAS a fait des revues là-dessus. Et en fait c'est pas si évident, notamment parce que beaucoup des dispositifs dans le monde du numérique là dont on parle, c'est des dispositifs de prévention. Que beaucoup de ces préventions, en fait, la valeur, elle se mesure en années, et que pour financer des études cliniques avec un impact faible, en gros, si votre impact est faible, il faut beaucoup de patients pour démontrer la moindre chose. Si en plus sur longtemps, en gros, c'est plus en millions, mais c'est en dizaines ou centaines de millions que ça se compte pour l'étude clinique. Les études dont je parlais qui prouvaient la valeur de la réadaptation physique, c'était, je parlais sans dispositif numérique pour des patients sur la réadaptation traditionnelle, où là, c'est prouvé. Non, mais en fait, la question, c'est quoi le delta que vous apportez, hein? C'est pas en gros, il y a une baseline qui est le standard of care, comme disaient les Américains,
Et en fait, c'est quoi que vous apportez en plus? Est-ce que vous arrivez vraiment à le montrer? C'est-à-dire, en plus, je veux dire, c'est pas parce qu'on met le dispositif dans les mains de quelqu'un et puis pas dans celle d'un autre que ça démontre véritablement que c'est le dispositif, enfin le contenu du dispositif qui a apporté la valeur. Hein. Ouais. C'est un peu subtil. Hein, et donc le dispositif dont on a parlé, MoveCare, là, il fait gagner quand même 8 mois d'espérance de vie quand les meilleures thérapies en font gagner à peine plus et coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Et donc, en effet, il aura fallu 60 patients dans leur étude clinique et attendre moins d'1 an. Mais je connais beaucoup des solutions numériques, peut-être dans la pièce, j'en sais rien, mais en tout cas que j'ai vu passer, où ça se compte en milliers de patients qu'il faut et en années, et en fait, personne n'est capable de financer ça. Donc, en fait, posez-vous la question à la fin, en fait, posez-vous la question dans l'autre sens. C'est quoi le bénéfice que je pense que j'ai par rapport au standard of care? Donc, en gros, c'est quoi le delta en pourcent, hein, enfin, en années? De combien de patients j'aurais besoin et de combien de financement j'aurais besoin pour démontrer ça? Et par ailleurs, si jamais j'arrive à le démontrer, comment je vais arriver à me protéger? Parce que mon bidule étant numérique, il est assez probable que le jour où j'arrive à le démontrer, il y a un autre qui fasse exactement la même chose en 3 secondes. Et pour la dernière question, j'ai vraiment pas la réponse. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, il n'y en a pas, bon, bah, il n'y a pas trop de problème. Demain, qu'est-ce qui va empêcher en fait, de se faire copier sur ces dispositifs? Je ne sais pas. Pour répondre à ta question sur la transition, alors, ce qui est marrant, c'est que moi je trouve que c'est un monde qui est assez similaire, puisque en fait, c'est un peu comme j'étais entrepreneur. Le monde n'a pas envie de changer, en fait. Le ministère n'a pas envie de changer, les patients n'ont pas envie de changer, les médecins n'ont pas envie de changer, le monde de la santé n'a pas envie de changer. Et donc, quand on mène un programme de transformation, qu'on soit entrepreneur, on croit dans ce dans la transfo qu'on accompagne ou qu'on porte, et quand on porte une transfo similaire, alors c'est pas les mêmes échelles, c'est ça qui est intéressant au ministère de la Santé, mais finalement, on doit se battre contre à peu près tout le système parce que personne n'a envie de bouger, quoi. Et donc, je trouve peut-être la seule chose, en tout cas, que moi j'ai peut-être pu apporter, c'est d'arriver avec un petit goodwill en termes de confiance auprès des industriels, et puis d'avoir essayé de construire et d'entretenir ce goodwill. Donc de ne pas promettre la lune, d'essayer de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, enfin des trucs un peu basiques quand on est entrepreneur et quand on a 2-3 investisseurs, mais que le ministère n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien, mais c'est un vrai enjeu en fait, hein, cet enjeu de la confiance, je pense, au niveau entre les pouvoirs publics et puis le reste de l'écosystème. Je crois qu'on revient à la question des lobbyistes. Ouais, alors je suis d'accord avec les lobbyistes aussi. Il faut payez-vous, enfin, abonnez-vous à France Digital ou je sais pas quoi, Numéum, enfin comme vous voulez. Mais en réalité, c'est une sorte de tour d'ivoire, hein, le ministère qui de temps en temps veut bien écouter les lobbyistes, mais n'ira jamais écouter un industriel particulier, sauf si vous êtes extrêmement puissant. Et donc, vous avez besoin de ces relais, vous avez besoin de sensibiliser, mais avec un discours qui doit être crédible, qui ne doit pas être je comprends pas pourquoi je suis pas remboursé, je suis numérique donc je dois être remboursé. Ça passe pas, quoi. Alors, si je reprends la casquette de lobbyiste et la casquette d'acteur de santé et la possibilité d'avoir des financements, il y a 3 points qui me semblent extrêmement importants. Votre monde n'est pas connu. Ce que vous apportez, c'est des offres qui sont comment dire, totalement décalées par rapport à la réalité du terrain. En ce moment, on parle de déserts médicaux, on parle de carence de professionnels de santé dans les hôpitaux, on parle de désaffection des professions au sens le plus grave du terme. On voit des infirmières qui partent pour monter des entreprises, des boutiques, des machins, parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'on les a payées quand même avec des lance-pierres pendant des années et des années, en pensant que c'était le fruit des ordres caritatifs qui auparavant s'occupaient des malades dans les hôpitaux. Bon, et on paye maintenant ça, c'est-à-dire que le sens du travail d'un professionnel de santé à l'heure actuelle en France, quand vous travaillez sur la région Grand Est, une infirmière, elle est payée entre 70% et 140% moins cher qu'au Luxembourg, en Allemagne ou en Suisse. Donc vous avez des facteurs qui expliquent tout ça. Donc, Premier point, vous avez un discours qui est souvent en décalage avec les vraies réalités du terrain, ceux sur lesquels les acteurs travaillent au jour le jour, parce qu'ils sont coincés avec ça. La deuxième chose, la méconnaissance totale de ce que vous pouvez apporter, avec la méfiance quand vous changez les pratiques. Parce que moi, j'aime bien vous entendre dire que vous allez changer le business model du métier du médecin généraliste. Il faudra peut-être poser la question au médecin généraliste s'il a envie de changer son business model, hein. Oui, c'est vrai qu'il n'en peut plus des machins administratifs, des trucs, mais si vous arrivez en lui disant tiens, j'ai ma solution, et ma solution, on va te changer ton cabinet médical, on va t'en faire un autre, bah, il y en a peut-être
quelques-uns qui vont accepter, mais il y en a beaucoup qui vont vous dire, attendez, j'ai déjà le modèle de la MSP, j'ai déjà le modèle du pôle de santé, j'ai déjà le modèle de la CPTS, je ne comprends pas tout à l'intérieur, donc c'est pas facile. Troisièmement, le besoin que vous avez de faire de la pédagogie, il est énorme, et faites pas simplement de la pédagogie vis-à-vis du réglementaire et de l'administration. Faites de la pédagogie auprès des parlementaires. Un amendement comme celui que vous avez eu là, il n'aurait jamais dû passer, c'est pas possible. Proposer un amendement sur la téléconsultation qui multiplie par 2 le nombre de professionnels de santé dont on a besoin pour faire de la téléconsultation, c'est complètement aberrant, quoi. Ça prouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé les voir pour leur dire « Attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Donc la pédagogie, elle doit s'adresser aux parlementaires. Allez voir d'autres cibles. Vous avez à l'heure actuelle un profond intérêt de la part des régions et des communautés, des communautés de communes, des collectivités territoriales, sur tout ce qui touche justement à vos métiers. Et là, vous pouvez trouver peut-être pas des financements importants, mais vous pouvez rentrer dans des consortiums qui sont des consortiums qui peuvent être extrêmement intéressants. On prend des exemples comme Imeuse, on prend des exemples comme les territoires de la FHF ou des choses comme ça. Il y a vraiment des projets sur lesquels il faut vous intéresser. Mais faites plutôt une approche par les besoins plutôt qu'une approche par l'offre. C'est-à-dire que vous, très souvent, c'est vrai que quand on voit arriver une entreprise, elle nous dit « Ouais, je sais faire ça, c'est super, machin, il faut que vous nous vendiez ça ». Nous, on peut vendre, un lobbyiste, il ne vend que s'il y a un besoin de la part d'une institution ou d'une administration, ou du payeur. Mais s'il n'y a pas de besoin, ou le besoin n'est pas ressenti, ou si on n'a pas créé le besoin, ça ne fonctionnera pas. Je vais quand même mettre un tout petit peu de positif dans tout ce qu'on dit. Merci. On est à un moment, alors au niveau du ministère, nous, mais c'est peut-être ça vous touchera probablement, mais on est en train de d'écrire une nouvelle feuille de route du numérique en santé et qui justement sera beaucoup plus orientée vers la santé que vers le numérique. C'est-à-dire qu'en gros, on va quand même, et derrière, c'est des financements, c'est peut-être ça qui vous intéresse aussi. Donc on va essayer d'orienter plus cette feuille de route pour accompagner justement ces innovations. Donc c'est le point 1. Et vous arrivez donc dans un moment, l'année prochaine, là on est en train de négocier ce qui s'appelle la COG, la Convention d'objectifs de gestion de la CNAM, qui doit être signée l'année prochaine. C'est bien parce qu'il manquait des acronymes. Il y en a plein, ouais. Ça, même quand on est à l'intérieur, on ne peut pas tout suivre. Donc, et donc cette COG, alors moi j'ai vu juste les têtes de chapitre, mais la bonne nouvelle c'est que même si elle s'appelle l'assurance maladie, en fait, il y a une des têtes de chapitre là qui est la prévention. Qui n'existait pas dans la précédente COG. Donc il y a voilà, des bons signaux. Donc l'assurance maladie, en gros, c'est votre banque à tous, à peu près de manière directe ou indirecte, hein, c'est ce qu'on a dit. C'est le budget qui vous finance. Et donc maintenant, il y a cette volonté d'aller faire plus de prévention. Alors je ne sais pas encore comment, parce que j'ai vu que les têtes de chapitre. Et par ailleurs, il y a la création d'un département innovation. Donc ça n'existait pas avant, ça vient de tout juste d'être créé. À la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc tout ça sont des bonnes nouvelles et donc qui, je l'espère en tout cas, annoncent peut-être un futur plus heureux et ouvert pour tous les entrepreneurs dans ce secteur. Oui, ce que je voulais dire, c'était un peu dans la même veine, c'est que pour le coup, c'est parce que l'environnement a complètement changé et que cette conversation-là, on ne l'aurait pas eue il y a 5 ans, 7 ans. Le nombre d'initiatives, le nombre de porteurs de projets que vous êtes, le nombre de gens qui ont des idées intelligentes, c'est absolument phénoménal. Moi qui commence à avoir malheureusement une certaine expérience à un certain âge, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était le cas il y a 10 ans. Du coup, c'est parce qu'on est à ce degré de maturité-là que maintenant, et que sans doute que nous, acteurs publics, institutions, on n'a pas été suffisamment en contact et on a laissé les initiatives pulluler, que maintenant il faut qu'on tienne un discours un peu plus honnête et pédagogique vis-à-vis de l'ensemble du marché. Sur le thème, comment c'est financé, comment sont les business models, les innovations, comme dit Olivier, de tuyaux ou d'amélioration des process, je pense que dans la période dans laquelle on le vit, elles sont prioritaires, parce qu'elles permettent par ailleurs de surfer sur, et vous êtes des entrepreneurs, donc vous devez avoir du sens tactique, elles permettent de surfer sur la pénurie. Or, en moment de pénurie, qu'est-ce qui aide à régler la pénurie? C'est l'amélioration des process de production et des procédés de production. Donc il faut miser sur l'amélioration des process et des procédés de production. Et c'est parce que justement on est dans ce moment où vous êtes plus nombreux et où le système est plus en crise, qu'on est en droit aussi de vous dire, qu'on vous dit, il faut que vous soyez plus mature vous-même sur ce que vous apportez comme réponse.
faut un peu moins penser à l'amélioration globale de l'état de santé de chacun. Je pense que c'est pas ça aujourd'hui. Ce qui sera financé, c'est des améliorations plus systémiques. Bon, et je pense que, vu l'ampleur de la health tech en France, on a matière à trouver tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et dernier point, il faut des petits modèles économiques. Et je vais te dire un truc un peu bête, il faut des petites dépenses. Parce que des établissements vous suivront, auxquels les régions, les départements, ils vous suivront au début. Mais jamais un hosto, même un CHU, vous suivra comme ça sur un truc à 150 000 balles ou 200 000 balles s'il n'a pas la certitude d'avoir un retour sur investissement massif ou que ça lui économise 10 postes ou 4 postes ou 3 investissements par ailleurs. Jamais. Même pas un grand CHU. Donc il faut des petits modèles économiques. Et c'est pour ça que j'insiste, je l'ai souvent dit, il faut organiser des temps d'échange comme celui que fait 50 Partners plus réguliers, mais il faut les structurer avec les acteurs pour que ce discours qu'on tient là de façon informelle, enfin, non mandaté par nos institutions, on le tienne un peu plus officiellement pour que ça soit entendu et que l'ensemble de l'écosystème l'entende. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tellement nombreux avec tellement d'idées que la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de faire ça. C'est d'expliquer un peu mieux l'écosystème pour éviter aussi plein d'échecs. Merci beaucoup. Bien sûr. Juste terminer par une note positive, vous avez quand même une chance. On est dans une période extraordinaire. On est quand même la Startup Nation, avec un engagement du politique qui en a fait une partie de sa politique, sur lequel il y a des investissements qui sont mis, des investissements d'avenir. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et si on reprend 5 à 7 ans ou 10 ans en arrière, je peux vous dire que tout ça, ça n'existait même pas, quoi. Pensez qu'éventuellement, on pourrait se baser sur les forces vives que vous représentez pour arriver à faire un nouveau modèle. Moi déjà à ma génération, mais je dois être le plus vieux de la salle, donc mais c'était quelque chose qui n'existait pas. Nous on nous demandait de faire des gardes et puis terminé. Le reste, il fallait s'occuper des malades et faire des gardes. Et si on avait un projet industriel ou un projet entrepreneurial, on nous disait ça va pas, mais où est ta vocation? Donc là, on est dans un moment qui est un moment assez extraordinaire parce que vous avez cette possibilité d'écoute de la part du politique et d'une certaine partie de l'administration. Je reste quand même... Là, vous avez quand même la crème. Je suis désolé, mais pour travailler tous les jours avec l'administration, je peux vous dire que vous avez des gens qui vous écoutent, des gens qui sont capables de vous conseiller, qui sont capables de vous trouver des solutions. Mais on a ce politique derrière qui en a fait un vrai objectif pour le pays. Et je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles on ne pourra plus revenir en arrière. Merci beaucoup. Effectivement, on est très honorés de vous avoir tous les trois ce soir et je pense qu'on avait besoin de cette table ronde et je vous remercie pour vos discours sans langue de bois. Je pense que c'est ça dont on a besoin, ça qui est utile. Bien sûr. Je vois qu'il est presque 8h15 et je pense qu'il est grand temps d'ouvrir ce cocktail. Comme vous avez chacun apporté cette note positive et très encourageante, et effectivement, oui, je pense qu'on est vraiment à cette période de grands changements et que j'ai noté qu'il faut qu'on multiplie ces occasions de discussion avec vous, qu'on a des masterclass à mettre en place, qu'on va faire appel à des lobbyistes pour nous aider à discuter avec le gouvernement. Je pense que là, on repart avec plein de bonnes idées sur comment avancer et je vous propose de poursuivre cette discussion lors du cocktail et je vous remercie chaleureusement tous les trois d'être venus ce soir.